Deuxième session, sciences de la musique et pratique musicale aujourd'hui, quelles interactions? Comme vous l'a présenté Talia ce matin, cette session a été conçue très différemment des sessions qu'on a l'habitude d'avoir dans un colloque, on va dire, plus universitaire, puisque l'idée était d'associer à la fois des chercheurs et des praticiens de la musique. Certains chercheurs sont aussi des praticiens de la musique et vice-versa, et de les associer en leur laissant une plage horaire suffisamment importante pour pouvoir présenter justement ces questions d'interaction entre des mondes très différents, les mondes de la recherche, les mondes de la pratique musicale au sens large, puisqu'on va avoir des musiciens qui vont intervenir, des compositeurs, des réalisateurs en informatique musicale, et puis aussi le monde de la transmission, de l'enseignement aussi qui va intervenir. On va voir que tous ces éléments en fait, sont des choses assez importantes dans le domaine de la recherche sur les sciences de la musique. Ces interactions sont très importantes. Alors on va avoir 4 présentations qui vont être entrecoupées d'une pause au milieu. La première présentation donc, a été proposée par la Société française d'ethnomusicologie et donc qui nous présente une intervention sur être musicologue et musicien quand recherche pratique et création se rencontrent. Alors nous aurons la chance d'écouter Véronique Delavenaire qui fait des recherches en Asie du Sud-Est et au Laos. Et ces recherches portent sur la pluridisciplinarité, la pluriethnicité et la diversité des patrimoines musicaux. Nous écouterons aussi Johanny Kurté, qui est spécialiste du chant diphonique de la musique traditionnelle mongole, et des questions qui sont liées à la transmission, l'histoire et l'ethnomusicologie. Nous écouterons aussi comme intervenant musicien Jérôme Clair qui enseigne l'ethnomusicologie à Sorbonne Université, qui est aussi musicien. Et puis nous avons aussi la grande chance d'avoir Éric Marchand, qui est un des rares spécialistes de l'entendement modal dans la musique bretonne. Voilà. Merci Pierre Coupry pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite pour laisser le maximum de temps, la place à la musique. Cette première partie donc va questionner la place du chercheur musicien, la place du musicien chercheur. En fait, comment on est allé dans les deux cas de l'un vers l'autre à travers une notion qui est fondamentale, c'est celle de pratiquer pour comprendre. En tant que chercheur ethnomusicologue, notre première approche des pratiques musicales traditionnelles ou autres, parce qu'il n'y a pas que les musiques dites traditionnelles qui nous intéressent, sur le terrain, ça se fait avant tout dans une idée de pratiquer pour comprendre l'organisation implicite de ces musiques. Lorsqu'on lit recherche et pratique, notre approche de musicien permet alors la constitution de connaissances. Les questions du chercheur trouveront ainsi en partie des réponses dans la pratique musicale. Alors cette pratique, elle ne se réduit pas à l'action de jouer, mais elle se décline sous différentes formes, surtout partagée, pratiquée et échangée, dans un ensemble culturel beaucoup plus large que nous appréhendons chacun sur nos différents terrains. Et cela nous mène à un autre positionnement de l'écoute de la culture et dans la culture, ce qui nous renvoie à grand nombre de travaux d'ethnomusicologues, en particulier de Jean During, de Bernard Lorta-Jacob. Et puis on pourrait donner de nombreux exemples d'ethnomusicologues dans cette démarche. Nous en avons tous une expérience spécifique, et c'est ce que nous vous proposons par nos témoignages musicaux en Mongolie, au Laos et en Turquie pour cette première partie de notre intervention. Donc l'idée, c'est de vous montrer comment nous sommes arrivés à ces musiques et à l'étude de ces musiques et ce que la pratique en tant que telle nous a apporté dans la constitution de connaissances et de savoirs ethnomusicologiques au final. Donc pour ma part, qui concerne la Mongolie et ce qu'on appelle en langue française chant diphonique, mais en langue mongole est désigné par homi, qui signifie littéralement pharynx, eh bien, je me suis plongé dans ce que j'appellerais une ethnomusicologie du homi, que je considère même pratiquement comme un mode de vie, ou en tout cas, si ce n'est pas à 100% un mode de vie, une manière d'être à l'écoute du monde, des sons qui nous entourent,
des sons environnants de façon générale. Et ça, c'est ce que les Mongols, la rencontre avec la culture mongole m'a apprise au fil du temps. Et donc, au départ, je suis parti de ce que j'avais lu, de ce que j'avais entendu, produit par mes prédécesseurs et mon mentor, notamment Trang Quang Hai, que vous connaissez très bien. Et j'étais persuadé donc de faire du chant diphonique. Alors certains m'ont déjà entendu parler de cette histoire, mais elle est tellement importante pour comprendre ce qui va suivre justement dans la production de connaissances sur cette musique. Donc en allant en Mongolie, j'avais déjà appris à faire un bourdon et une mélodie d'harmonique simultanément avec ma voix, puisque c'est la définition commune et réduite en fait que l'on a fini par donner à cette technique vocale. Et les maîtres mongols qui allaient devenir mes professeurs me regardaient satisfaits, contents de voir un occidental essayer de faire comme eux. J'ai bien dit essayer. Ils me disaient c'est bien, mais c'est pas ça. Et donc là commence une véritable initiation, une entrée en matière dans la tradition à l'état brut, une rencontre avec la culture. Ça n'est pas que le moment de transmission musicale, c'est tout le reste en fait qui a importé pour pouvoir arriver au résultat de mes recherches. Et donc, c'est parti de choses très simples, comme quand Tserendava, qui allait devenir mon professeur, me dit écoute, quand tu sauras chanter plus fort que le vent, tu reviendras me voir. Et en fait, je comprenais là que ce n'était pas un refus du professeur face aux futurs élèves, mais au contraire une invitation à rentrer dans la tradition. C'est un exercice que les chanteurs en Mongolie, et pas que dans le chant diphonique, utilisent pour se mesurer à la nature. C'est aussi un lien, une manière d'actualiser la mythologie, puisque pour eux, cette technique vocale vient de l'imitation des sons du vent, de l'eau qui coule, des chants d'oiseaux. On se mesure, on joue avec la nature pour construire le son de sa propre voix. Donc le corps, en se mesurant à la nature, est amené intuitivement en fait, à faire les bons gestes pour trouver les bons sons. Et les choses avancent de cette manière. Et donc, dans cette technique vocale, il y a deux approches qu'on appelle aigu, grave, isgerechomi, le chant diphonique sifflé ou le khalkhila. Et là-dedans, en fait, en les pratiquant, et quand mes maîtres me disaient que c'est bien, mais ce n'est pas ça, je me rendais compte qu'en fait, il ne s'agissait pas de faire deux sons simultanément avec ma voix, mais bien plus. Et qu'en fait, il s'agissait de comprendre et d'apprendre à jouer avec la matière vocale. Et dès l'instant où on commence à parler de timbre vocal, eh bien, on commence à considérer l'ensemble du spectre de la voix, de l'extrême grave à l'extrême aigu. Et là, il y a beaucoup plus de possibilités musicales qui ressortent. On ne parle pas d'un bourdon et d'une mélodie d'harmonique uniquement, mais d'une superposition qui peut aller de 4, 5 à 6 zones de sons audibles en fait et contrôlables avec la mécanique du corps, avec la technique diphonique. Voilà. Je vous en fais écouter quelques-unes, comme ça vous allez entendre qu'il s'agit vraiment de jouer sur ces paramètres, de l'extrême grave à l'extrême aigu, et sur un principe de variation de timbre lorsque l'on passe d'une technique à l'autre. Le style aigu. Faire tout un cours là-dessus, mais dans ce que j'ai fait, on peut entendre au moins 4 choses, un bourdon, une mélodie d'harmonique et 2 types de résonances à des hauteurs très distinctes, une qui ressemble peut-être à un effet de bol de cristal, une autre qui ressemble à un grésillement dans le suraigu qui pourrait s'apparenter au son du souffle, par exemple. Voilà. Et au départ, moi, je ne faisais entendre que 2 choses, puisque j'étais persuadé de faire un chant diphonique avec 2 lignes distinctes. C'était beaucoup plus que cela, et j'ai mis une dizaine d'années avant de trouver cette voix-là pour le faire sonner comme cela. Et que mes maîtres mongols me disent, c'est bien, c'est ça, c'est la tradition. L'autre approche, c'est le style grave, khalkhila, qui est différente du style aigu, puisque on utilise non pas un seul bourdon vocal, mais un double bourdon qui va constituer l'édifice ensuite avec le reste des résonances.
exemple. Et donc là, ce qui se passe, c'est que voilà, il y a un double bourdon, mes cordes vocales sont mises en vibration. Pour résumer, une sorte de raclement de gorge qui s'installe superposé à ce bourdon, et ça crée cet effet de double basse profonde qui, la nature est bien faite, vibre une octave inférieure. Donc plus on a de son grave, plus on a de résonance au-dessus. Et puis ensuite, il y a plusieurs techniques, des variantes de timbres, le homi écho, le homi de nez, le homi de palais, selon la manière dont on va plus ou moins presser sur les muscles de la gorge. On va mettre la langue au palais pour moduler l'intérieur de la cavité buccale, ou la langue en bas contre les dents. Et donc tout cela en fait va sculpter le spectre de la voix et comme si on avait une petite table de mixage, laisser entendre plus ou moins en avant les médiums, plus ou moins en avant les aigus ou les extrêmes graves de notre registre à disposition. Et tout ça, c'est un terrain de jeu dans lequel il y a plus d'une vingtaine de techniques qui existent. Et j'ai mis énormément de temps avant de comprendre que, en fait, le paradigme central dans les critères de jugement esthétique de cette musique, ça n'était qu'autre que le timbre. Pour eux, pour les diphoneurs, il n'importait pas de bien interpréter une mélodie héritée de leurs prédécesseurs, non, c'était de résonner et de bien sonner avec les éléments techniques de la tradition. Et donc d'avoir un timbre singulier qui se distinguait des autres. Donc on a aussi un effet moteur dans la tradition, puisqu'on ne reproduit pas exactement ce que le maître nous montre, au contraire, il nous montre un chemin à prendre, et dans ce chemin, c'est à nous de creuser notre propre sillon avec notre identité vocale personnelle. Et donc la richesse de cette tradition, elle s'écoute avant tout avec la diversité des timbres des individus qui la constituent. Voilà, et tout ça pour en revenir aussi à la vision du monde des Mongols, et ça n'est que en étant plongé dans cette culture, en apprenant la langue et en passant du temps à garder des moutons et à essayer de comprendre l'organisation de cette société, les rites, les coutumes, avec les bergers de l'Altaï mongol, que j'en suis venu à comprendre quelque chose que personne ne m'aurait expliqué autrement, puisque pour eux, ils sont dedans, donc c'est tellement évident, qu'en fait, tout ça s'explique par une notion de verticalité de la pratique. En fait, c'est tout bête, mais leur écriture est verticale, leur perception de l'espace est verticale, avec un monde souterrain, terrestre, céleste. L'apprentissage de cette technique vocale est vertical. On apprend à gérer le souffle, puis la pression sur les muscles de la gorge, puis la modulation de la cavité buccale, puis la pensée, l'écoute, l'attention qu'on va porter au propre timbre de sa voix. Et tout cela, en fait, confirme que cette notion de verticalité, cette écoute timbrale, en fait, est mise en avant de façon magnifique dans cette expression diphonique, qu'on retrouve aussi dans d'autres techniques, dans d'autres pratiques instrumentales. Ça n'est pas que dans le chant en Mongolie. La notion de diphonie, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Et plus largement, pour aller plus loin, pour les musiciens mongols, ça n'est pas qu'un passe-temps de berger, ça n'est pas qu'une manière d'actualiser et de faire sonner le mythe dans les steppes de l'Altaï, c'est aussi une manière d'habiter en musique cet espace et de jouer avec et de se promener dedans, du grave à l'aigu. Voilà, et ça, j'ai mis une bonne dizaine d'années à le comprendre pour vous l'expliquer aussi rapidement aujourd'hui. Voilà, donc on va avoir un autre exemple maintenant à partir du Ken et Véronique. Alors pour ma part, c'est avant tout la découverte d'un instrument de musique et de sa musique, avec ses sonorités si particulières, qui m'a emmenée ensuite vers la recherche. Je décidai donc d'aller au Laos, dans une idée toute simple. Je vais au Laos, j'apprends à jouer du ken, et puis après, on verra. Et donc, peu à peu, sur place, mes objets de recherche se sont construits, affinés, développés, avec toujours au cœur de ma recherche, au fil des années, cette pratique qui a été omniprésente et qui me permettait donc de comprendre ces règles implicites d'organisation de ces musiques. Mais aussi, avec toutes ces années qui s'écoulent, l'évolution de cette pratique dans le temps. J'ai donc commencé par étudier l'orgue à bouche Lao, le Ken Lao, et puis peu à peu toutes les formes d'orgue à bouche que l'on peut trouver à travers le Laos. Alors concernant déjà le Ken Lao, l'un des répertoires les plus pratiqués s'appelle le lam. Ce sont des chants qui sont systématiquement accompagnés par cet instrument, le ken, et chaque lame passe pour avoir une origine géographique territoriale, donc on peut traverser tout le pays à travers un voyage sonore. Ces pièces vont présenter chacune des thèmes mélodico-rythmiques bien spécifiques
qui sont reconnaissables par tous, par les musiciens et par l'auditoire. Mais finalement, la richesse, elle tient surtout dans la multiplicité des ornementations et des interprétations qu'on peut en avoir. Et on va avoir un nombre impressionnant d'interprétations pour une seule et même pièce. Alors, la pratique m'a permis d'abord, dans un premier temps, de déceler ces profils mélodiques spécifiques à chaque lame. Et puis surtout, cela m'a permis d'en saisir la richesse de l'ornementation, des multiples interprétations et finalement leur mode de fonctionnement. Et puis, cette expérience, finalement, a orienté ces problématiques vers les transformations et les mutations dans les pratiques musicales et l'évolution des contextes de jeu. Alors, je vous propose juste un petit voyage sonore à travers le Laos par un florilège de quelques lames. Alors, pour rebondir toujours sur cette idée de cette pratique musicale au service de la compréhension de ces musiques que nous étudions, je vais prendre juste deux petits exemples autour de deux autres orgabouches, l'orgabouche des lolos et des mongs. Je vais emprunter ici une expression à Jérôme Clair, qui ne m'en voudra pas, je pense, qui l'a employé dans son très bel article sur la recherche et la pratique, à savoir comprendre par la faute. En effet, ce sont vraiment les différentes incompréhensions et difficultés de jeu que j'ai pu rencontrer à travers la pratique ou tout simplement dans le jeu ensemble qui ont orienté mes questionnements et qui les ont orientés, bien sûr, pas forcément, même pas du tout parfois, là où l'analyse classique m'aurait tout simplement emmené. Deux petits exemples rapides. Les lolos, petite population tibéto-birmane du nord du Laos, petite orgabouche à courge à 5 tuyaux, un répertoire de 12 danses collectives giratoires. Ma première difficulté dans la pratique de cet instrument et dans la pratique de ces répertoires était que je trouvais beaucoup plus de ressemblances entre deux danses stipulées comme vraiment différentes, avec donc un titre différent,
et 2 versions d'une même danse. Donc tout simplement, lorsque je pensais jouer la danse des singes, eh bien mon maître d'orgue-à-bouche me disait « mais non, tu es en train de jouer la danse du tigre ». Et lorsque je pensais jouer enfin une version, une interprétation de la danse des tigres, mais non, voyons, là c'est la danse des singes. Et donc, face à toutes ces erreurs et ces incompréhensions, dans la pratique, complétée d'analyses particulières, cela m'a permis de déceler des règles d'organisation musicale qui n'étaient pas du tout là où on les attendait. Je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite sur les lolos, mais je vais passer sur les mongs, où je serai un petit peu plus précise. Donc les mongs, autre population du Nord Laos, des miao-miao, un orgue-à-bouche qui se joue ici principalement en dansant et en faisant des mouvements acrobatiques, un répertoire de danse funéraire, un répertoire de musique de funérailles, pardon, un répertoire de divertissement et un répertoire de cours d'amour. Avec une particularité, cette musique est porteur d'un aspect sémantique, transmet un aspect sémantique. Alors là encore, face à l'apprentissage de ces musiques, il est tout à fait possible, avec beaucoup de travail, de reproduire telle quelle une pièce jouée par notre maître d'orgue-à-bouche. Mais lorsqu'on essaye de comprendre, enfin en tout cas moi lorsque j'essayais de comprendre le rapport entre le jeu de cet instrument et ce qu'il était censé dire, cela me semblait inaccessible. Alors lorsque mon maître jouait une pièce d'orgue-à-bouche et me chantait ce que cet instrument était censé me raconter, voilà ce que cela donnait. Donc l'extrait vocal était un peu plus long, mais l'idée était que vous compreniez pourquoi je restais si dubitative lorsque mon maître de Ken jouait le morceau et me disait que ce morceau racontait ce qu'il me chantait derrière. Alors à mon interrogation, ce n'est pas du tout la même chose. En essayant de lui prouver par A plus B, par le jeu, par le chant, etc., il me souriait tout simplement. Et puis il a fallu plusieurs terrains pour que le maître, dans un rapport de maître à élève, me fournisse au cœur de l'apprentissage l'explication de la réalisation de cette musique porteuse de sens. Tout d'abord, au bout de plusieurs terrains, lors de mon séjour, il commence par me dire « Mais si, tu sais Véronique, le Keng est un grand joueur, il transmet bien le texte. Débrouille-toi avec ça pendant plusieurs jours. Puis, au bout de quelques jours, je vais t'aider un peu. Plus un musicien est bon, plus le texte est dissimulé à travers tous les sons du Keng, allant jusqu'à l'emmêler dans la musique. Tout le secret est là. » Et donc, effectivement, à la lumière des indices donnés par la difficulté de la pratique, on voit que le texte était véritablement caché dans les sons de l'orgue-à-bouche. Alors, voilà le jeu de la pièce que vous venez d'entendre. Voici ce que cet orgue-à-bouche est censé nous raconter et nous chanter. Et lorsqu'on cherche à travers l'ensemble des sons du Keng, on voit effectivement que le texte, le chant, oscille entre la mélodie, le bourdon, certaines notes constitutives de la polyphonie. Donc je voulais juste vous donner ces deux petits exemples sur cette difficulté à comprendre et reproduire l'essence même de cette musique et comment ces doutes dans la pratique ont orienté mes interrogations d'abord, puis mes analyses en nous donnant peu à peu accès à la structure générative de ces musiques. Et maintenant, on va vous donner un troisième témoignage de la pratique et de la recherche avec notre premier invité, Jérôme Clerc, qui va nous parler de son expérience allant de la pratique vers l'ethnomusicologie.
Bon, merci beaucoup. En fait, je vais plutôt vous faire entendre les petits répertoires sur lesquels j'ai travaillé pendant pas mal d'années, on va dire, entre 90 et presque jusqu'à présent, puisque je continue à aller par là-bas tout en faisant d'autres terrains. Alors, je vais vous faire entendre un petit peu, puis je vais essayer de vous résumer très vite quelles ont été les questions et la méthode aussi. Voilà. Vous entendez ? Bon, donc, autant vous dire que ça pourrait durer très longtemps, vous avez compris, ce sont des petites pièces assez formulaires, comme ça, répétitives, dont la multiplicité est très mystérieuse dans le sens où les modèles sont assez peu nombreux. Quand je dis modèles, on va dire les profils mélodiques, si vous voulez, mais qu'ils engendrent une multiplicité, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais très bien finalement combien de pièces il y a sur un nombre limité de modèles. Voilà. Donc j'ai beaucoup étudié ça. Alors ce que je voudrais dire en fait, parce que c'est évident qu'on peut pas, c'est pas le lieu ici, on n'a pas non plus assez de temps pour détailler tout ça. Pour revenir sur cette question de la pratique et du fait d'être musicien et chercheur, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne serais jamais venu à la recherche si je n'avais d'abord été musicien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que j'ai joué. Alors, vous voyez là, c'est le modèle, c'est le portable, comme je l'appelle. C'est mon portable, en fait. Je suis venu, vous voyez, au moins, j'ai un portable qui marche, moi. Donc, c'est le plus petit, si vous voulez, d'une famille qu'on appelle la famille des Saz en Turquie. Donc, je joue aussi les plus grands. En fait, je dis souvent, vous savez, c'est l'idée de l'optimum leibnizien, c'est-à-dire le maximum d'effets avec le minimum de moyens. C'est un petit peu ça. Alors, donc, je disais, la démarche de recherche, c'est venu bien après. En fait, ce que j'ai voulu d'abord, c'était jouer des musiques que j'ai aimées. Donc, je suis allé en Turquie et j'ai connu des milieux sociaux, musicaux, etc. Bon.
Et ensuite, voilà, c'est devenu ce qu'on appelle ethnomusicologie. Alors, en fait, je vais résumer très vite les grands thèmes qui m'ont semblé très importants. D'abord, le premier thème, c'est l'idée du temps. C'est-à-dire qu'en fait, la recherche se développe dans le temps. Peut-être qu'on l'oublie, je ne sais pas. Parfois, on ramène, si vous voulez, l'analyse musicale à des schémas qui la détemporalisent, si l'on veut dire. Moi, ce qui m'importait vraiment beaucoup, c'était par exemple, que se passe-t-il dans la répétition? Parce que si la répétition, vous voyez, vous avez une musique répétitive, on pourrait résumer tout ça à 2 mesures, et puis c'est bon, puisqu'elle se répète. Alors elle se répète avec un nombre très très limité de variantes. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le processus temporel qui faisait que, en allant sur le terrain régulièrement, en y allant, en revenant, etc., je m'apercevais aussi du processus, du devenir même de ces pièces que j'avais apprises, par exemple, 6 mois avant, ce qu'elles étaient devenues 6 mois après, le fait que les musiciens eux-mêmes ne se souvenaient plus du tout qu'ils l'avaient joué 6 mois avant. Ils me disaient d'où t'as sorti ça, enfin, etc. Donc ça m'a énormément intéressé. Donc l'idée de l'analyse comme un processus dans le temps, et qu'elle se fait toujours dans le temps. Je précise que l'outil, par exemple, de l'enregistrement, bien sûr, j'ai enregistré des pièces, bien sûr, j'ai enregistré des merveilleuses veillées, des soirées où je n'étais que l'observateur enregistreur, si vous voulez, mais j'ai aussi enregistré beaucoup de séances de travail où, effectivement, pour reprendre ce que disait Véronique, par exemple, cette affaire de la faute, vous savez, la faute comme élément pédagogique, c'est-à-dire qu'on apprend la règle beaucoup mieux en faisant des fautes qu'en formulant la règle, en fait. C'est tout bêtement ça. D'ailleurs, la règle, il ne la formulerait pas si on n'avait pas fait une faute, justement. Hein. La règle, elle n'existe pas comme ça dans l'abstrait, mais quand on fait une faute, voilà. Bon. Et donc, alors ça, c'est un des éléments, hein, bien sûr, de ce travail analytique. Donc, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, en enregistrant ces séances de travail, parfois, on jouait à 2 ou 3, hein, pas plus, des longues après-midi agréables en hiver, parce que l'été, ils étaient occupés plutôt à l'agriculture et autres. Donc en hiver, et après, bien sûr, je travaillais sur ces séances d'enregistrement. Donc l'analyse, c'était aussi une analyse de l'analyse, puisque la séance d'enregistrement, c'est-à-dire la séance de travail, c'était de l'analyse en acte, si vous voulez. Voilà. Donc c'est très important parce qu'en fait, ce qu'on se demande toujours, je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres types d'analyse musicale, enfin je crois savoir un peu, mais je crois que ce qui est très important, c'est la question de la validation des analyses que l'on propose. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de retourner avec une hypothèse analytique, ce qui est très intéressant, c'est d'essayer de la faire valider ou invalider et de s'apercevoir, ben non, j'étais sur une fausse piste, et ils ont toujours un moyen pour vous prouver que vous étiez sur une fausse piste d'ailleurs. Hein, ne l'oublions pas. Voilà, donc je pense que j'ai dit à peu près Oui, bon, évidemment, il y a, à travers cette affaire aussi de pratique et théorie, ou théorie et analyse, que j'ai entendu d'ailleurs ce matin, en fait, évidemment qu'il n'y a pas de frontière entre l'analyse et la théorie, par exemple, puisque ce travail analytique fait émerger ou fait verbaliser des théories, on dirait ethnomusicologie, vous savez, comme on dit ethnothéorie ou ethnobotanique, je ne sais pas. Hein, donc c'est vraiment la musicologie du lieu. Et il faut parfois très longtemps. Donc moi, je me souviens que les premiers noms que j'ai pu trouver localement, hein, pour traduire des choses que je voulais dire moi, comme la question du rythme, du temps et tout ça, mais il m'a fallu à peu près 3 ans, hein, d'aller-retour pour que tout à coup, ah ça y est, j'ai trouvé un vocabulaire sur lequel on peut se mettre d'accord pour vraiment analyser ensemble. Voilà, je ne veux pas priver de temps mon voisin. Voilà. Merci Jérôme. Alors nous arrivons à la deuxième partie de notre intervention, pratique, recherche et création. Donc pour beaucoup d'ethnomusicologues, musiciens, ce travail de fourmi et de recherche ethnomusicologique nous a finalement entraînés peu à peu vers d'autres questionnements et de nouveaux objets de recherche qui se sont dévoilés à nous naturellement par la pratique, à savoir les processus de création et les performativités locales. Donc on part d'une question toute simple. Comment la musique que nous jouons ou entendons là en ce moment sur un disque,
sur scène, dans divers contextes sociaux, religieux, etc., est arrivé là. Les pistes de réflexion sont nombreuses, et pour y répondre, on arrive à des études sur l'apport créatif et le développement dans la musique traditionnelle, l'étude de la spectacularisation, le processus compositionnel dans l'oralité, ou encore la question de l'œuvre dans la tradition orale, et bien d'autres, pour n'en citer que quelques-uns. Alors, je vous propose d'évoquer quelques contextes de jeu rapidement au Laos qui ont suscité ces questionnements et ces nouveaux objets de recherche. Alors, premier exemple, la résurgence de pratiques qui ont été interdites pendant plus de 30 ans. Alors évidemment, ce contexte met en avant la tradition, puisqu'il y a une renaissance de cette tradition, mais ce contexte met surtout en avant les adaptations, les transformations, et puis aussi une grande part de création, tant dans les mises en scène que dans les répertoires musicaux qui vont être utilisés dans ces renaissances et résurgences de formes. Et puis ensuite, nous avons un deuxième contexte, la création de formes inédites contemporaines. Alors, je vais prendre un exemple particulier qui est la naissance du théâtre d'objets contemporain Lao, qui s'appelle le Kabong. C'est une forme inédite qui n'existait absolument pas ni en Asie du Sud-Est ni au Laos. Elle est née il y a une dizaine d'années d'une rencontre entre des artistes français, la compagnie Turak, et un artiste lao, Lotmani. Cette forme innovante, de par les objets qu'elle utilise, de par la manipulation, la mise en scène, elle se revendique de la création contemporaine et son fondateur en parle dans ces termes, mais prenant racine dans la tradition. On va retrouver ça dans les thèmes mis en scène qui sont tirés de la littérature lao et puis de textes de tradition orale, de légendes. Et puis on va retrouver également des répertoires musicaux qui oscillent entre musique occidentale, musique urbaine lao, shakuhachi japonais, et le tout systématiquement dans chaque création reliée par l'insertion régulière tout au long du spectacle de répertoires traditionnels lao et de patrimoines musicaux venant des populations des montagnes. Donc ce souci de retour aux sources, intégrant de manière contemporaine des patrimoines musicaux, va se décliner de diverses manières dans les différentes créations. Donc on va avoir tout d'abord ces répertoires, ces patrimoines musicaux qui vont être là dans une fonction illustrative, dans le but d'évoquer effectivement le contexte dans lequel normalement ces répertoires sont joués. Et on va avoir par exemple sur l'un des spectacles toute une partie où pendant le spectacle on a ces ensembles de bambous frappés kmou, tout simplement pour évoquer dans le cadre du spectacle les festivités du Nouvel An et un contexte rituel. Après, on va avoir une autre manière d'utiliser ces patrimoines musicaux, alors là, uniquement pour le phénomène sonore. On va retrouver, dans certains des spectacles, l'emploi de l'orga-bouche-mong, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui se joue généralement en faisant des mouvements de danse. Et donc, on va le retrouver utilisé dans un ensemble orchestral d'un grand nombre d'orga-bouche-mong, qui vont jouer et danser en même temps, ce qui se fait traditionnellement dans les compétitions du Nouvel An. Mais ici, ce sera utilisé uniquement dans le but d'occuper tout l'espace scénique et l'espace sonore au moment de la mise en scène du spectacle en question, mais sans aucune référence au contexte dans lequel sont utilisés ces répertoires. Et puis ensuite, on va avoir l'utilisation, le choix de certaines formations instrumentales traditionnelles, mais qui vont être choisies afin de créer, de composer des formes musicales. Et donc là, on utilisera l'instrument traditionnel uniquement à des fins compositionnelles et de création. Autre petit exemple de ces créations, formes inédites contemporaines, le hip-hop lao avec la compagnie Fang Lao. Si vous pouvez lancer le petit clip vidéo. Non.
retrouve ici une rencontre Orient-Occident, une complémentarité des mouvements de danse traditionnelle et de danse hip-hop, et de la même manière, les compositions musicales vont intégrer et utiliser les instruments traditionnels. Donc vous avez vu au début de cet extrait l'utilisation d'instruments traditionnels avec leur propre répertoire, c'était le lam saravan, tout simplement, qui accompagnait la danse contemporaine, avec une danseuse qui dansait de manière traditionnelle. Et surtout, dans ces différentes créations, l'utilisation d'instruments traditionnels avec le choix délibéré de se défaire des répertoires traditionnels. Et donc, on va uniquement utiliser ces instruments traditionnels pour les spécificités de timbre, les qualités sonores, les techniques des instruments, toujours au service d'une composition, d'une création sonore. Dernier petit exemple rapide de contexte dans lequel on retrouve encore ces questions de nouveaux objets de recherche, les processus de croisement de répertoire. Alors, les rencontres entre des artistes Lao et des artistes internationaux sont de plus en plus fréquents au Laos. Et donc, nous avons eu ainsi le timbre du Ken Lao, sa technique de jeu traditionnelle, ses répertoires, les lames, qui ont été au cœur de rencontres avec des pratiques musicales, jazz et world music, initiées par la rencontre d'un joueur de Ken avec Didier Malherbe de Trio Hadouk. Et donc, on va voir comment ces croisements de répertoire en donnent une toute autre couleur avec un petit extrait donc d'un joueur de Ken accompagnant Didier Malherbe au doudouk arménien. Très rapidement sur cette thématique aussi, sur les processus de création et performativité, avec le cas mongol, je ne m'étendrai pas sur ce point, mais simplement vous dire que ça existe aussi dans tous les cas de figure. La scène peut aussi être le lieu d'élaboration de nouveaux répertoires. La musique traditionnelle qui n'a pas forcément été spectacularisée avant, donc pas forcément mise sur scène, mise dans ce cadre-là, va être amenée à de profondes transformations dans le temps. J'ai étudié tout ça à travers ma thèse. Et un exemple très proche, à la Maison des Cultures du Monde à Paris, en 1988, un diphoneur traditionnel est invité pour jouer 3 numéros parmi une quinzaine avec d'autres artistes. Et puis, un soir, il jouait le programme 10 soirs de suite. On lui demande, pour une raison qui lui échappe, de ne jouer qu'une seule pièce. Et donc, lui, il avait prévu à l'origine, dans les 3 pièces, de montrer une technique de chant diphonique différente, puisque c'est comme cela, jusqu'alors, que la tradition se montrait aux autres dans le jeu. Et il décide en fait en quelques heures dans sa loge d'intégrer les 3 techniques diphoniques à l'intérieur d'une seule pièce, puisque pour lui le but du jeu à travers le temps du concert c'était de déployer et de faire entendre toutes ses capacités vocales. L'art du timbre diphonique, donc du grave à l'aigu, comme je l'introduisais tout à l'heure. Et donc, le temps d'une pièce, 3 minutes 30, 4 minutes, eh bien, il va faire, en fait, pour la première fois, ce qui va être à l'origine de tout un répertoire de démonstration du chant diphonique qui est joué particulièrement dans ce contexte-là. C'est la pièce maîtresse d'un concert de chant diphonique aujourd'hui, dans lequel
le diphoneur va déployer toute sa virtuosité en un temps court et montrer toutes ses capacités vocales. À l'époque, il n'est pas du tout conscient de ça, mais ça va plaire à beaucoup de monde dans l'auditoire. Il rentre en Mongolie, il fait entendre ce qu'il a fait, il le transmet à ses élèves, et aujourd'hui, ça fait partie des pièces de l'apprentissage obligé pour devenir un bon diphoneur. Voilà. Donc je vous fais référence au titre Homi, qui est sur le fameux disque Mongolie, musique vocale et instrumentale, édité par la MCM en 89. Et en fait, tout ça pour vous dire que la tradition, plus largement, implique bien souvent, en tant que telle, un processus de création qui est plus ou moins présent et actif selon les cultures auxquelles on a affaire. Et dans le cas de la musique mongole, pour eux, ils ont intégré dans le temps tout un tas de répertoires qui au départ étaient extérieurs à leur pratique. Alors au départ, c'est l'imitation et le dialogue avec la nature, tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure. Mais ça a été aussi diphonner des airs anciens et contemporains, en fait, être capable, avec le chant diphonique, de réaliser des mélodies qui nous plaisent. Donc ce n'est pas forcément des mélodies anciennes, ça peut être de la variété mongole, de la musique de film, la musique de notre temps, en fait. Ils vont aussi intégrer des courants plus largement en expérimental, d'ethno-rock, de hip-hop. Ça, c'est la scène musicale actuelle, les jeunes qui détiennent le chant diphonique à la capitale mongole. Et donc pour eux, dans leur conception de ce qu'est la tradition, ça implique tous ces processus en fait qui amènent des idées créatives et donc qui, au niveau de la performativité, va développer même la technique vocale en tant que telle. C'est comme ça que d'une génération à une autre, en fait, on n'a jamais la même chose et ça s'enrichit de plus en plus. Alors, ce qui nous amène au point suivant, finalement, les résultats de nos recherches à travers les différentes créations. Donc on va avoir à la fois nos propres créations ou nos participations à différentes créations qui vont susciter des rencontres entre les arts, comme on a pu le voir par le spectacle vivant, des rencontres entre les répertoires, des croisements culturels, et tout cela en valorisant les patrimoines musicaux sur lesquels nous faisons nos terrains de recherche. Et puis, notre présence d'ethnomusicologue va, dans ces différents cas, prendre différents rôles bien spécifiques dans chacune de nos expériences. Alors, rapidement pour le Laos, et puis on laissera un petit peu plus de temps pour la Mongolie, nous avons ainsi nos recherches qui vont nourrir la création contemporaine. Et ce fut le cas pour le Kabong Théâtre, dont je vous ai parlé avant, pour Fang Lao, qui réinvestissent un certain nombre de ces recherches. Ensuite, on a un autre cas qui est cette double casquette scientifique et musicienne qui va alors là agir sur les pratiques locales. Petite anecdote, avec l'exemple de cet orgue à bouche dont je vous ai joué, qui est en fait l'apanage des hommes. Donc quand j'ai commencé à jouer cet instrument, aucune femme ne jouait de cet instrument puisque c'était un instrument masculin. J'ai donc commencé à apprendre cet instrument, puis 4 ans après, la directrice de la Bibliothèque nationale là-haut, Madame Kong de Han, a mis un peu les points sur la table en disant « Puisque Véronique joue du ken, il est hors de question que moi je ne commence pas à apprendre à en jouer. » Et elle a commencé à apprendre avec le même maître d'orgue à bouche qui m'a transmis donc, mes débuts d'apprentissage du ken. Et puis il a fallu attendre 15 ans pour que cet instrument puisse enfin être transmis et enseigné aux jeunes filles. Et l'année dernière, lors des festivités officielles organisées au Laos en l'honneur du ken, de l'orgue à bouche qui venait donc d'être inscrit à l'UNESCO, donc Madame Kang de Han et moi-même étions invités comme invités d'honneur en tant que les 2 premières femmes à jouer du ken. Voilà. Autre petit exemple, nos recherches que l'on va réinvestir dans nos propres créations artistiques, musicales, compositions, etc. Et donc là, l'ethnomusicologue devient à la fois musicien et directeur artistique de ses créations. Mais je vais laisser Johanny développer un peu plus ce point au niveau de la Mongolie. Merci. Alors, toujours à travers ce paradigme du timbre par lequel on a commencé, qui est le point de départ et l'essence même de la tradition diphonique mongole, je vais vous présenter très rapidement
quelques exemples dans lesquels le timbre est au centre des questions dans des projets de création avec des musiciens mongols ou autres, et à la fois qui m'ont permis de prendre une casquette tout à fait différente en tant qu'acteur, ou en tout cas impliqué dans ces projets. D'abord en Mongolie en 2009, une création que j'ai proposée à 4 maîtres de chant diphonique, parce que c'est surtout une pratique individuelle, de partager ensemble la scène. C'était pour moi à la fois un prétexte pour voir comment les timbres diphoniques se rencontraient et entendre le temps d'un concert toute la diversité des possibilités vocales, mais c'était surtout pour moi l'opportunité de passer des semaines de travail avec eux et de parler davantage ensemble de la tradition. Et ça m'a énormément aidé pour comprendre moi-même en tant que praticien les coulisses en fait de cette technique vocale. Autre projet dans lequel cette fois-ci j'aurai une position d'interprète, mais aussi en tant que spécialiste de cette technique vocale, de médiateur entre un compositeur qui me demande d'utiliser la technique diphonique au centre de sa création, Urbi et Orbi, qui est une pièce d'1 heure de musique jouée avec des musiciens qui viennent pour la plupart du milieu du jazz et des musiciens mongols, en l'occurrence mon maître et son fils. Et donc, je me suis retrouvé à être le maillon nécessaire pour le compositeur, permettant une compréhension, une collaboration circulaire qui était recherchée dans le processus même de création, puisque c'est une sorte de partition ouverte dans laquelle il y a des plages d'improvisation. Et donc, on va regarder la vidéo, du coup, qui présente un extrait. Une autre position que je vais évoquer très rapidement, j'aurai pas le temps de vous faire écouter, voir la vidéo. Une création, une commande du Festival de Fès des musiques sacrées au Maroc. La rencontre à la demande des chanteurs de polyphonie sarde, la rencontre de la polyphonie de Sardaigne et des chants diphoniques mongols. Et là aussi, donc, en tant qu'ethnomusicologue, ça m'a permis d'expliquer aux musiciens sardes comment on pouvait éventuellement intégrer ça. Ils en avaient une idée quand même très très précise, mais ça permettait aussi de faire le lien et d'expliquer aux Mongols comment les sardes polyphonaient ensemble. Et donc, au final, on a une amplitude beaucoup plus importante des extrêmes graves, des extrêmes aigus dans la polyphonie sarde. Et tout le travail et toute la rencontre a été réussi grâce à cette rencontre autour du timbre vocal, puisque eux, dans leur conception aussi de cette musique, l'émergence de la fameuse quintina, c'est quelque chose aussi qui peut être très important. Donc vous pouvez chercher, écouter Voix nomade, Sardaigne, Mongolie sur Internet. J'avais prévu une vidéo, mais on n'aura pas le temps. Voilà. Je voulais simplement vous dire aussi qu'en tant que compositeur, je peux être amené à réintégrer tout ça et faire un travail sur le timbre avec mes propres musiciens de mon trio Meirhane. Je vous invite à aller écouter ça aussi en ligne, où je me ferai un plaisir de vous donner ces références. Et là, on est allé plus loin, on a cherché à travailler aussi avec des timbres particuliers comme la vielle mongole, l'accordéon, ou encore la djoura, qui est un petit luth grec avec Bijan Shemirani. Voilà. En ouverture,
Pour introduire le travail d'Éric Marchand, je voulais simplement vous dire que dans notre démarche d'ethnomusicologue, il y a un moment aussi où la recherche, la pratique et la création vont s'intégrer à notre démarche de transmission. J'enseigne cette technique vocale pour des ateliers à la Philharmonie de Paris, un atelier à l'Université de Rennes 2, dans bien des contextes, à des musiciens professionnels aussi comme Camille, la chanteuse, et bien d'autres. En fait, le moment de transmission où on transmet de bouche à oreille une technique vocale n'est pas que transmettre de la musique, c'est aussi tout un savoir, des connaissances, et c'est une manière aussi de transmettre quelque part de l'ethnomusicologie. Forcément, en écoutant Camille, vous n'allez pas penser qu'il y a tout ça derrière, mais dans la démarche de l'artiste, il y a une recherche fondamentale pour aller chercher à la source des sonorités qui l'intéressent et qui vont être réinvesties dans sa création. Voilà, on pourrait parler de bien d'autres exemples. Et un exemple magnifique dans ce domaine, en Bretagne, c'est Éric Marchand qui nous a fait l'honneur de venir, qui est un musicien tourné vers l'ethnomusicologie, avec un projet entre transmission, recherche, création autour de la modalité. Et je laisserai donc Éric nous faire le plaisir de conclure. Merci. Alors, je ne sais pas trop par où commencer, sinon je vais avoir sans doute un discours oralo-centré, voire micro-centré, dans la mesure où tout ce qui m'a toujours intéressé, ce sont les microtonalités, micro-variations et différences de rythme, petites subtilités rythmiques. Je suis peut-être parmi ceux qui sont ici l'un des seuls à avoir commencé à apprendre la musique d'une manière totalement orale, simplement par séduction, par plaisir, et par la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui souhaitait transmettre cette musique, cette connaissance, qui est la connaissance musicale du Centre-Bretagne. J'ai rencontré mon maître Manuel Kerjean et j'ai été séduit par sa technique, sa puissance rythmique, la richesse de son interprétation, avant de savoir que tout était aussi complexe que ce qu'il en était. Cette découverte de la complexité, au départ, elle n'est pas facile, parce que lorsqu'on apprend à chanter en Bretagne, soit on vole les choses, soit on vole ce qu'on entend, soit lorsqu'on a le plaisir d'avoir comme moi un maître comme Manuel Kerjean, on vous apprend tout d'un bloc. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez en même temps qu'est-ce que c'est que la ligne mélodique, qu'est-ce que c'est que la forme rythmique, qu'est-ce que c'est que le timbre de la voix, quel type de variation vous avez le droit de faire ou vous n'avez pas le droit de faire. Tout ça est extrêmement compliqué, mais lorsqu'on a une confiance totale, ce qui était mon cas, entre les exemples que j'entendais, ceux de mon maître ou d'autres, je n'essayais pas de me poser de questions du tout, j'essayais d'être conforme à ce qu'on me demandait de faire. J'y arrivais parfois j'y arrivais moins, mais c'était l'important. Mon maître disait par exemple, regarde rythmiquement, c'est très simple, hein, il y a ceux qui n'ont pas de rythme, ils font oh la 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 la. Et ceux qui font un bon rythme pour la danse, c'est et je lui disais oui, mais là tu n'as pas changé que le rythme, tu as fait bien d'autres choses. Ah oui, 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 sempiternellement il disait oui, oui, c'est vrai que c'est compliqué ce qu'on fait quand même. Donc la difficulté que j'ai eue par la suite, parce que j'ai été séduit autant par la musique que par cette réflexion sur la transmission. Et je finirai par expliquer exactement où j'en viens, mais j'ai fini par créer une structure d'enseignement sur ces formes musicales, et notamment sur l'utilisation de la microtonalité et de la modalité. Mais j'ai commencé à essayer de comprendre ce qui se passait. Je me suis dit, tiens, par exemple, lorsqu'on entend... alors, bon, je vais vous le faire avec cette chanson-là, mais j'aurais pu la faire avec une autre, mais une chanson gallo. Du temps que j'étais jeune, mon père m'avait nourri
croyant que dans sa vieillesse, j'aurais été son appui. Manuel Kerjan, qui ne chantait pas cette chanson, elle n'est pas de la même région, elle est de la région de mon père, expliquait, il y a 3 manières de séparer les notes. Il y en a 2 avec la langue, il y en a une qui fait une qui fait ta da 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 et une autre qu'on fait avec la gorge. Et lorsque j'ai compris ça, j'ai compris que dans la main du temps que j'étais jeune, on pouvait diviser les choses. Et j'ai rencontré une autre musique qui était totalement séduisante pour moi, qui était la musique du Banat. J'y étais hier, je viens juste d'arriver. La musique du Banat au sud-ouest de la Roumanie. Et j'ai entendu des gens qui jouaient des choses tout à fait comparables, mais en divisant. Et donc, nous avons commencé à travailler ensemble, ces musiciens. Je ne vous expliquerai pas comment, parce qu'on n'a pas le temps. Et du coup, on pouvait diviser la forme musicale que je viens de chanter en... Et là, on vient proche d'une pièce qui peut ressembler à une doina. On l'a appelée d'ailleurs entre nous doina française et la doina française. C'est un élément de transmission que j'ai trouvé pour pouvoir faire un pont entre ce qui se passait en Banat, toujours problème de plaisir et de séduction, cette musique, et ce qu'on faisait chez nous et trouver une manière de travailler ensemble. Bon, la chose qui m'a le plus passionné dans ma vie aujourd'hui, c'est la modalité et la microtonalité. J'ai découvert la modalité par le biais de la microtonalité. J'écoutais les choses que chantaient les anciens chez nous et je trouvais qu'il y avait vraiment un sentiment qui me semblait ne pas apparaître quand c'était joué à la guitare. Mon père était guitariste aussi. Quand c'était joué à la guitare, quand c'était joué avec des instruments tempérés égal. Et je me suis passionné par ça. J'ai commencé à étudier avec Thierry Robin, Titi Robin, si certains d'entre vous le connaissent. On a commencé à travailler ensemble toute une analyse de plusieurs répertoires de grands chanteurs de Basse-Bretagne. Et on a trouvé des choses très, très importantes, très intéressantes, qui continuent aujourd'hui à animer mon travail de création et de transmission. Je suis à combien de temps à peu près? J'ai encore 3 minutes. Il faudrait que j'arrête. 2 minutes? Je conclus donc. Nous avons travaillé avec Titi Robin assez longtemps sur ce travail. On a découvert des choses intéressantes, comme je vous le disais. Et on a aussi, je me suis aussi permis de faire des erreurs. On parlait de l'erreur qui fait comprendre les choses. J'ai découvert, et là encore, j'ai été complètement séduit, la théorie du Makam. Et elle expliquait, je l'ai cru au départ, quasiment tout ce que j'entendais en Bretagne. Mais dans le quasiment, j'avais oublié un détail. En plus, je jouais avec un joueur de oud et il y avait le problème de la carte. Et la carte, chez nous, elle est très souvent augmentée. Je fais le geste avec le doigt sur le manche du oud. Elle est demi-augmentée. Je me plais à dire demi-augmentée, c'est-à-dire qu'elle est augmentée en gros d'un petit quart de ton, voire un peu moins. Et cet élément m'a trompé parce que dans la théorie du Makam, rares sont les phrasés où on a un sentiment de carte augmentée. Alors Sharka qui commence sur la carte justement avec la 7e de Rast peut sembler à ça, mais ça ne marche pas. Donc erreur. Donc se méfier, même lorsque surtout lorsqu'on est un musicien praticien au départ, se méfier des approches théoriques, si séduisantes, si géniales soient-elles comme celle du Makam. Faisons attention à ne pas nous laisser emporter, car même les théories les plus brillantes n'expliquent pas tout, bien heureusement. Voilà, juste un exemple juste d'un petit morceau dont je ne chanterai que 2 couplets. Si je me rappelle, avec ce très beau tétracorde qui est celui de Madame Bertrand de Bergelen.
sur le oué de sa visme, colonne vergellenice wedgi, colonne vergellenice wengende gassiso termine, waren en pras ben avança, dina de remarca, adieu me sauta menjez cuillé de la guerre à meninchet. Merci, c'est juste un petit extrait. J'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire, mais quand même.